Bienvenue à cet échange d'idées. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une innovation médicale qui fait pas mal parler d'elle. Il s'agit d'un appareil intravasculaire développé par le docteur Youssef El Azouzi. Une invention qui suscite, on peut le dire, autant d'espoir que de scepticisme. Oui, tout à fait. C'est un dispositif qui est décrit dans une demande de brevet américain qui a été publiée. Et il a surtout gagné en notoriété après la victoire du docteur El Azouzi à l'émission Stars of Science, qui est financée, rappelons-le, par la Fondation Qatar. L'objectif qu'il affiche, c'est de traiter des pathologies assez lourdes comme l'inflammation chronique ou même, potentiellement, l'insuffisance cardiaque. Et pour ça, l'idée, c'est d'agir directement sur le flux sanguin pour moduler l'activité immunitaire. Et c'est précisément là, je crois, que les choses se corsent un peu. Parce que cette invention, elle a vraiment déclenché un débat public intense, hein, surtout au Maroc. Et ce débat, il se cristallise autour d'une question très simple, mais fondamentale, et qui est souvent posée de manière assez directe. Wesh had l'irtirah haqiqi ou la rerkdoub. Bon, en français, ça veut dire est-ce que cette invention est réelle ou c'est juste du vent? En gros, est-ce qu'on a affaire à une vraie avancée médicale qui fonctionne, qui est viable, ou bien est-ce que tout cet enthousiasme médiatique et les affirmations qu'on entend dépassent largement les preuves scientifiques qu'on a aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Alors, de mon côté, je vais défendre l'idée qu'on est face à une innovation qui est réellement prometteuse. Son potentiel, pour moi, il est soutenu par des développements qui sont concrets et par une reconnaissance qui n'est pas négligeable. Et moi, je vais présenter une perspective un peu différente. J'exprimerai des réserves, disons, assez importantes, qui sont fondées sur l'absence, en tout cas à ce jour, de validation scientifique vraiment rigoureuse, publiée et surtout évaluée par les pairs. Et puis, je soulèverai aussi des questions sur la plausibilité même du mécanisme proposé et sur sa sécurité, bien entendu. Bon, alors allons-y. Pour moi, cette invention, elle représente une approche qui est vraiment novatrice. On s'attaque à des problèmes médicaux qui sont graves, très répandus, l'inflammation chronique, le lymphodème, peut-être même l'insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, une théorie. Le concept, il est protégé par une propriété intellectuelle sérieuse. Il y a bien sûr la demande de brevet américain publiée. Bon, la référence c'est US 2025 0073 015 A1. Mais il faut surtout noter qu'il y a 3 demandes de brevets internationales via PCT qui ont été déposées par la société Aorto Medical, créée par l'inventeur. Et ces demandes, elles ont passé l'étape de l'examen national et ont été approuvées dans des pays qui sont réputés pour être exigeants techniquement, comme le Japon, la Chine, la Corée. Obtenir ce genre de brevet, ce n'est pas anodin. Ça suggère quand même une réelle nouveauté, une inventivité qui est reconnue par des examinateurs spécialisés. Il faut ajouter à ça la reconnaissance obtenue avec la victoire à Stars of Science, saison 11. C'est quand même une compétition scientifique de premier plan. Et le développement concret a suivi, création de la société Aorto Medical au Maroc et aux États-Unis, une levée de fonds significative, on parle de plus de 1,1 million de dollars, et puis des tests précliniques menés sur des modèles animaux pertinents, des moutons en 2021 et ensuite des porcs à Minneapolis début 2023. Et les retours sur ces tests sur les porcs, eh bien, ils parlent de succès, tant pour l'appareil lui-même que pour son système de déploiement par cathéter. Et enfin, des partenariats stratégiques qui se mettent en place, comme celui qui a été annoncé en 2024 avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P, et son fonds d'investissement UM6 Ventures. Et le but affiché, c'est explicitement de préparer les essais sur l'homme. On parle même de discussions positives avec l'autorité marocaine du médicament, la DMP, avec un objectif d'initier ses premiers essais cliniques vers fin 2025. Donc tout ça, ça dessine une trajectoire de développement qui me semble cohérente et tangible. Alors, j'aborde la question sous un angle différent. Effectivement, tous ces éléments, les brevets, le prix Stars of Science, la structure d'entreprise, les financements, oui, ce sont des indicateurs qu'un projet avance, disons, sur le plan entrepreneurial. D'accord. Cependant, quand on parle de technologie médicale, l'élément qui est absolument essentiel, fondamental, c'est la validation scientifique. Et une validation qui doit être rigoureuse, transparente et accessible à toute la communauté internationale. Et c'est là, pour moi, que le bas blesse sérieusement.
Où sont les publications? Dans des revues scientifiques reconnues avec comité de lecture qui détailleraient la méthodologie et les résultats de ces fameux tests précliniques, notamment ceux sur les porcs que vous évoquez. Quels étaient les protocoles exacts, les critères d'évaluation, les résultats statistiques, les éventuels effets indésirables observés? Sont ces données publiées? On reste au niveau, disons, d'affirmation interne ou de communication peut-être un peu promotionnelle, mais qui ne sont pas vérifiables par des experts indépendants. Et de la même manière, où sont les enregistrements officiels d'essais cliniques auprès d'agences réglementaires reconnues internationalement comme la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe? Rien de tout ça pour l'instant. Et puis, il faut vraiment rappeler ce qu'est un brevet. Un brevet, ça reconnaît qu'une invention est nouvelle, qu'elle n'est pas évidente. Mais ça ne garantit absolument pas son efficacité thérapeutique, ni sa sécurité pour les patients, ni même sa faisabilité technique à grande échelle. Le chemin entre un brevet et un traitement approuvé est extrêmement long et il est jonché d'échecs, il faut le dire. Et en plus, le mécanisme d'action lui-même, cette idée de filtrer de manière sélective des cellules immunitaires, les leucocytes, dans une artère, avec un stank poreux, ça soulève de vraies questions scientifiques de fond. Des analyses critiques externes, on en trouve trace dans des discussions publiques, vont même jusqu'à qualifier le concept de scientifiquement invraisemblable et dangereux. Elles mettent en avant un risque majeur de thrombose, la formation de caillots sanguins sur le dispositif. D'ailleurs, l'inventeur lui-même a dû admettre publiquement qu'il y avait eu des mubalagats, c'est-à-dire des exagérations, dans la façon dont son invention était parfois présentée par les médias. Donc parler d'efficacité prouvée mondialement, à ce stade, c'est une affirmation qui manque cruellement de fondements scientifiques solides. Revenons un instant sur la plausibilité scientifique. Vous soulevez un point important sur le caractère novateur du mécanisme. Oui, c'est vrai, cibler directement le flux sanguin artériel pour moduler localement la réponse immunitaire, c'est une idée qui sort un peu des sentiers battus. Mais c'est peut-être justement là que réside son potentiel, non? Le brevet américain, par exemple, il décrit de manière assez précise la structure qui est envisagée. Un stent référencé 500, avec un corps principal 501, une extension 502 et une partie clé qui est indentée 530 et qui comporte des pores 535 de dimension calibrée. Le texte du brevet, il évoque même des tailles de pores spécifiques, par exemple entre 8 et 70 micromètres, c'est au paragraphe 0025, avec l'idée de laisser passer les globules rouges, qui sont plus petits, environ 7-8 micromètres, tout en retenant ou en déviant certains leucocytes qui sont plus volumineux, ou disons moins aptes à se déformer. Cette conception a été jugée inventive et pas complètement absurde par les examinateurs. N'est-ce pas là une forme de validation de la plausibilité du concept? Oui, mais une validation par un office de brevet, ça porte sur la nouveauté et l'inventivité. On est d'accord. Pas sur la validité biologique ou la sécurité clinique. L'analyse critique externe que j'évoquais, qui est accessible publiquement d'ailleurs, met justement le doigt sur les failles de ce raisonnement quand on l'applique au vivant. D'abord, et ça c'est un principe fondamental en biologie cellulaire, les leucocytes sont extraordinairement déformables. Ils doivent l'être pour faire leur travail, notamment pour traverser les parois des vaisseaux sanguins, c'est la diapédèse, afin d'atteindre les tissus enflammés. Essayer de les bloquer mécaniquement dans une artère, là où le flux sanguin est rapide et la pression élevée, avec un filtre basé sur la taille, ça semble ignorer complètement cette plasticité qui est essentielle. Comment un filtre fixe pourrait-il distinguer et arrêter efficacement les mauvais leucocytes sans perturber massivement le flux ou capturer d'autres éléments? Ensuite, comme le souligne cette critique, et comme nous l'apprend l'immunologie vasculaire, la critique parle de wrong battlefield, le mauvais champ de bataille. L'endroit clé où les leucocytes sont recrutés pour agir dans les tissus, ce sont les vénules postcapillaires. Ce sont de tout petits vaisseaux situés après les capillaires, là où le flux est plus lent et où la paroi est adaptée à leur sortie. Donc intervenir dans une grosse artère, ça semble être agir au mauvais endroit. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus inquiétant soulevé par ces analyses, introduire une structure métallique poreuse, aussi sophistiquée soit-elle, dans une artère à haut débit, ça crée une surface artificielle. Et cette surface risque très fortement de déclencher la coagulation sanguine. Le risque de thrombose, la formation de caillots qui peuvent être dévastateurs, causer des AVC ou des infarctus, c'est une préoccupation majeure pour n'importe quel dispositif intravasculaire. Et il semble particulièrement élevé ici. Les filtres qui existent déjà, comme ceux qu'on utilise dans la veine cave inférieure,
Ils ont un but très différent, attraper de gros caillots déjà formés. Ils sont placés dans un environnement sanguin veineux qui est moins propice à la thrombose rapide. Donc affirmer être le premier appareil qui filtre le sang à l'intérieur des vaisseaux, c'est scientifiquement assez hasardeux et ça ignore ses réalités biologiques et hémodynamiques fondamentales. D'ailleurs, le brevet lui-même mentionne les défis liés à l'intégration à long terme du dispositif dans la paroi du vaisseau. L'endothélialisation, c'est au paragraphe 0086. Abordons la question des preuves et de la sécurité sous un autre angle. Vous insistez beaucoup sur l'absence de publication, et c'est un fait, à ce jour, je vous l'accorde. Cependant, les informations qui sont communiquées par l'équipe, notamment via la plateforme Stars of Science, et puis des déclarations qu'ils ont faites après, font quand même état de succès lors des tests sur les porcs qui ont été menés à Minneapolis. Ces tests, ils auraient démontré non seulement la performance à long terme du stent, la DAMA comme on dit en arabe, mais aussi la faisabilité et l'efficacité du système de pose par cathéter, ce qui est une étape absolument indispensable pour une application clinique. Est-ce qu'on ne peut pas voir ces résultats, même s'ils sont rapportés et pas encore publiés dans une revue, comme des jalons précliniques importants et encourageants? Les brevets multiples, bon, même si ce n'est pas une preuve clinique, et l'obtention de financements substantiels, et la signature de partenariats avec des institutions académiques de premier plan comme l'UM6P, tout ça, ça démontre quand même une certaine confiance de la part d'acteurs externes qui sont avertis, des investisseurs, des experts en brevets, des partenaires académiques. Ces acteurs, ils engagent leur réputation et leurs ressources, non? J'entends bien l'argument de la confiance des partenaires, mais il faut rester extrêmement prudent, je crois. La confiance des investisseurs ou les succès annoncés en interne, ça ne peut absolument pas remplacer une évaluation scientifique qui soit rigoureuse, indépendante, transparente, publiée et soumise à la critique des pairs. C'est vraiment le standard incontournable en médecine. Sans publication détaillée des résultats des tests animaux, comment est-ce qu'on peut évaluer objectivement la portée réelle de ces succès? Quelle était la taille de l'échantillon animal? Combien de temps a duré le suivi? Quels étaient les critères précis de réussite? Et surtout, quels effets indésirables ont été observés? En particulier concernant ce risque de thrombose dont on parlait. La communauté médicale et scientifique, elle a besoin de ces données pour se forger une opinion qui soit fondée. Tant que ces informations ne sont pas accessibles et vérifiables, les doutes sur la sécurité et l'efficacité persistent légitimement. Et l'analyse critique externe, qui, elle, s'appuie sur les informations publiques disponibles, y compris le brevet, conclut à une implausibilité scientifique et dangerosité. Ce n'est pas une critique qu'on peut balayer d'un revers de main. La prudence absolue s'impose tant que des données cliniques humaines robustes ne sont pas disponibles. Concernant le stade de développement, je maintiens qu'on est face à un projet qui a atteint un stade préclinique que je qualifierais d'avancé. Le parcours depuis la reconnaissance initiale à Stars of Science en 2019, il témoigne d'une progression qui est constante, structurée. La création de l'entreprise aortomédicale, la levée de capitaux, la réalisation de tests précliniques sur différents modèles animaux, l'affinage du design de l'appareil. Le brevet montre d'ailleurs différentes configurations de pores et de structures. Et le développement du système de pose endovasculaire, la feuille de route qui est annoncée, avec des discussions engagées avec les autorités réglementaires marocaines, la DMP, et ce partenariat avec l'UMCP qui vise les premiers essais sur l'homme fin 2025, ça dessine une trajectoire claire vers la validation clinique. C'est le cheminement typique, certes c'est long, c'est ardu, pour toute innovation médicale qui a l'ambition de changer la donne. Je nuancerais quand même fortement cette notion de stade avancé. Alors, d'un point de vue entrepreneurial ou de développement technique, peut-être. Mais d'un point de vue médical et réglementaire, l'invention reste résolument au stade expérimental. Tant que les essais cliniques sur l'homme n'ont pas débuté et surtout, tant qu'ils n'ont pas fourni de résultats probants et publiés, la phase I, celle qui évalue avant tout la sécurité chez un petit nombre de volontaires sains ou de patients, c'est une étape critique qui n'a pas encore été franchie. Donc affirmer que le dispositif est prêt ou proche de l'application clinique, ce serait prématuré et potentiellement trompeur. Le fait que l'inventeur lui-même, comme ça a été rapporté dans la presse par Tanjat 7 par exemple, ait dû reconnaître publiquement ces moubalagates, ces exagérations qui circulaient autour de son invention, ça illustre bien ce décalage. Ce décalage entre la perception publique, parfois un peu surenthousiaste, et la réalité scientifique et réglementaire du moment. Et le besoin de lever des fonds supplémentaires qui est souvent évoqué, ça montre aussi que des étapes critiques et coûteuses sont encore à venir avant même d'envisager une quelconque utilisation chez les patients. Et si on considérait enfin le contexte médiatique et cet enthousiasme que ça a suscité? Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir le côté positif de cet engouement?
il traduit quand même un soutien populaire fort à l'innovation qui vient du Maroc, un jeune inventeur qui a été primé internationalement. Cet enthousiasme, il reflète aussi l'espoir immense qui est placé dans de nouvelles solutions pour des maladies chroniques, invalidantes, qui touchent beaucoup de monde. C'est une reconnaissance du potentiel impact positif qu'une telle technologie pourra avoir. Cet élan, ça peut être un moteur puissant pour l'inventeur et pour son équipe, non? L'espoir est légitime, bien sûr, mais il ne doit pas faire oublier l'exigence de rigueur. L'enthousiasme populaire, même s'il est compréhensible, devient problématique quand il est alimenté par une couverture médiatique qui manque, parfois, il faut le dire, de sens critique. La source YouTube que j'ai mentionnée critique d'ailleurs assez vivement une certaine tendance à relayer les annonces sans vérification scientifique approfondie. Et ça peut créer de faux espoirs, voire masquer des risques potentiels. Que l'inventeur ait lui-même ressenti le besoin de tempérer ces moubalagates, c'est très significatif, je trouve. Et l'existence même de critiques techniques argumentées, malgré un contexte où il peut être difficile de les exprimer sans être taxé de jalousie ou de manque de patriotisme, comme l'évoque la source critique, ça démontre bien qu'il y a de réels questionnements scientifiques de fond. Et ces questions méritent une réponse basée sur des faits, sur des données, pas sur l'émotion. La priorité absolue doit rester la sécurité des futurs patients. Et ça passe par un examen critique et transparent des preuves. Bon, en somme, je persiste à penser que l'invention du docteur El Azouzi incarne une piste qui est novatrice et pleine de potentiel pour des maladies qui sont aujourd'hui mal contrôlées. Les jalons qui ont été posés sont significatifs. Une propriété intellectuelle reconnue internationalement, des tests précliniques qui sont jugés encourageants par l'équipe, la mise en place d'une structure dédiée à orthomédical et des partenariats stratégiques qui visent la prochaine étape cruciale, celle des essais cliniques. La progression qu'on observe depuis 2019 est indéniable et elle reflète une vision, une détermination qui sont remarquables. Et de mon côté, pour conclure, je réaffirme mes sérieuses réserves, non pas sur l'intention bien sûr, mais sur la base scientifique actuelle. La plausibilité du mécanisme de filtration artérielle des leucocytes, elle reste discutable au regard de ce qu'on sait en immunologie et en hémodynamique. Et surtout, l'absence critique de publications scientifiques validées par les pairs concernant les études précliniques et, a fortiori, l'inexistence d'essais cliniques enregistrés et publiés, ça laisse planer un doute majeur sur l'efficacité et la sécurité réelle. Les risques potentiels, notamment thrombotiques, ne sont pas écartés. Et le fossé entre certaines présentations médiatiques et la réalité des preuves scientifiques disponibles impose la plus grande prudence. La question Hakiki Molla Rirkedoub reste donc pour moi entière, et seule la science rigoureuse pourra y répondre. Oui, il est évident que le développement et l'évaluation d'une technologie médicale de rupture, c'est un processus qui est long, complexe, exigeant et où les échecs sont fréquents, il faut le reconnaître. Passer de l'idée brevetée à un traitement qui soit sûr, efficace et utilisé en routine clinique, c'est un véritable parcours du combattant. Tout à fait. Et l'enjeu, c'est de maintenir un équilibre qui est essentiel. Il faut encourager et soutenir l'innovation et les talents, comme celui du docteur El Azouzis, c'est certain, mais tout en maintenant intacte l'exigence absolue de rigueur scientifique, de transparence des données et de sécurité pour les patients. C'est une responsabilité collective, en fait. En définitive, l'analyse de perspectives multiples, comme celle qu'on a tentée aujourd'hui, elle est nécessaire. Ce sont les données futures, les publications scientifiques détaillées, les résultats d'essais cliniques bien menés et rendus publics qui permettront à chacun de se forger une opinion éclairée et de répondre, enfin, sur la base de preuves à cette question centrale. Exactement. Il faudra donc suivre attentivement les développements à venir pour pouvoir discerner la véritable portée de cette invention et voir si, oui ou non, elle tient ses promesses.